Mesdames et messieurs, bonsoir. Donald Trump inculpé, il est ainsi devenu cette semaine le premier président américain de l'histoire à être inculpé dans une affaire pénale. L'ex-président américain et potentiel candidat en 2024 se pose d'ores et déjà en victime d'une machination des démocrates. Ce sera le premier sujet de notre émission de ce soir. Et s'il nous reste un peu de temps, nous allons aborder cette question qui se pose aujourd'hui avec acuité en RDC, ce fameux projet de loi porté par un député du parti présidentiel Noël Tchani sur la congolité, et qui rappelle sous plusieurs aspects l'ivoirité qui a créé tant de problèmes en Côte d'Ivoire, on le sait. Un projet de loi qui devant réserver une catégorie de haute fonction, dont celui de président de la République aux personnes de père et de mère congolais. D'aucuns disent que cette loi viserait certains candidats potentiels. On pense tous à Moïse Katumbi Chakwe. Voilà, mais nous allons revenir sur le cas de Donald Trump. Hamzat Abdoulaye, une inculpation, disons, qui a fait le chou gras, en tout cas des médias de la presse, avec un inculpé qui, comme à l'accoutumée, c'est se mettre en scène. Donald Trump, on le connaît, on connaît ses excentricités. Est-ce réellement, au-delà de l'affaire, on parle de 34 chefs d'accusation, quand même, au-delà de cette affaire du contenu, nous n'allons pas rentrer forcément dans le fond, nous ne le maîtrisons pas forcément. Est-ce que cette affaire n'est pas simplement euh, une sorte de rampe de lancement pour Donald Trump dans la perspective de 2024, parce que tous les sondages, il y a quelques semaines, le donnaient comme gagnant face à Biden. Est-ce que cette affaire n'est pas bien tombée, même si on parle d'une affaire au pénal? Alors, connaissant Donald Trump, c'est celui qui sait le mieux armer sa communication pour faire en sorte que ce soit à chaque fois une communication gagnante. Et dans le cas justement de cette affaire, qui était dans l'air depuis plusieurs semaines déjà, eh bien, Donald Trump s'en sert aujourd'hui pour être plus visible dans l'arène politique, pour être plus visible aussi dans le sens orienté vers les primaires qui ne vont pas tarder. L'autre chose qu'il faut noter aussi, être inculpé ne veut pas être coupable. Le processus est encore bien long. Ce qui est important, ce qui est important, ce qu'on doit le plus mettre en avant, j'allais dire, c'est que c'est la première fois en effet qu'un ancien président est devant le pénal, et ça c'est peut-être dommageable pour Qu'un président tout court, parce que l'affaire de Clinton est un peu différente. Qu'un oui, président tout celui court, de Nixon oui, aussi, même si Nixon était très proche du cas de Trump, à partir du moment où c'est le président Ford qui l'a gracié, eh bien, il y a une petite similitude. Mais Donald Trump, devant le pénal, je crois que ça met à nu le rôle de président de la République des États-Unis, ça banalise la fonction, et ça, c'est dommage, bien entendu. Ce qui est certain, c'est que il a tous les outils en main pour pouvoir se défendre. Et jusqu'à preuve de contraire, il est présumé innocent. C'est là où on peut retrouver la beauté de la justice américaine, c'est-à-dire on vous donne l'arsenal, on vous permet d'avoir les meilleurs avocats si vous en avez bien entendu les moyens pour vous défendre. Donc 34 chefs d'accusation, je trouve que ça va être difficile d'être à chaque fois, 34 fois d'être non coupable, mais faisons confiance au processus, on verra bien ce que ça va donner. voilà, Morgana Sogba-Mentonji, je rappelle que on n'est pas encore en jugement, il y a juste une inculpation pour le moment. Oui, déjà je m'inscris dans une logique un peu différente de celle de mon confrère parce que je ne vois en rien le caractère banal de l'institution présidentielle lorsqu'un ancien président se retrouve face à la justice. Au contraire, je vois là une capacité des institutions américaines à faire une sorte de différence pour montrer que l'expression nul n'est au-dessus de la loi a quand même son sens quelque part. Quel que soit votre titre, quel que soit ce que vous avez représenté, s'il y a des éléments permettant de démarrer une enquête qui vous amène à faire face à la justice, c'est bien possible aux États-Unis. De l'autre côté, il faut dire que il y a plusieurs analyses qui sont possibles. La thèse selon laquelle ce serait peut-être quelque chose d'orchestré
par les potentiels adversaires de Trump. Oui, ça c'est sa ligne de défense. Oui, vous savez, il faut voir la chose aussi sous cet angle. Est-ce qu'il y a des possibilités que ce soit le cas? Oui. C'est possible. Pourquoi est-ce que lorsqu'on se retrouve en Afrique, quand on prend l'affaire Sonko, on voit tout de suite une main du gouvernement en place qui soit en train de chercher à écarter Sonko, mais quand on se retrouve aux États-Unis, on refuse de voir une potentielle main du gouvernement en place pour écarter Trump. Je dis que tout est possible dans tous les contextes démocratiques, parce que la politique, c'est aussi savoir exploiter les différentes opportunités que votre vis-à-vis vous donne, soit pour le décrédibiliser ou pour augmenter votre propre crédibilité. Et je pense qu'ici, la question qu'on devrait se poser, est-ce que la situation telle qu'elle est présentée aujourd'hui va dans l'intérêt des démocrates dans une perspective électorale ou reste et demeure dans l'intérêt de M. Trump? Et là, j'ai tendance à vouloir dire que c'est peut-être mieux pour Trump, ce qui est en train de se passer. Il pourrait l'exploiter à son escient si d'aventure son arsenal d'experts en droit ou d'avocats arrive à maintenir la tendance pour que cela ne l'empêche pas d'être candidat. On a entendu même des thèses selon lesquelles, même s'il était en prison, que les tests américains ne l'empêchaient pas d'être candidat. Et donc, je vois que c'est une situation quand même assez ouverte où toute perspective pour les élections sont appréciées, mais dans le contexte juridique, je pense qu'on est très loin d'une quelconque culpabilité et que toutes les cartes sont à jouer. Ouais. Bon, déjà, Donald Trump plante le décor, une machination des démocrates, une honte pour la nation américaine, et il se met dans la position d'un élu persécuté, parce qu'il rappelle aussi que les élections passées lui ont été volées. Donc on est encore dans la thèse qui a amené des centaines d'Américains à envahir le Capitole. Donc on est dans la même posture qui visiblement porte et lui gagne des voix, parce que en tout cas encore aujourd'hui, à l'étape actuelle, que ce soit dans le camp républicain ou face à un potentiel démocrate, Biden ou non, il est potentiellement à la Maison Blanche en 2024. Oui, c'est là qu'il faut probablement exclure la thèse d'une machination de ses adversaires politiques, les démocrates. Je crois que M. Trump est quand même assez grand et assez capable de gaffe. Ce n'est pas la première affaire qui lui pend au nez. Il y a eu tout ce qui a été orchestré sur la toile, sur Internet, s'agissant des élections, en liaison avec la Russie. On en parle paradoxalement moins maintenant. Et deuxièmement, cette affaire d'envahissement du Capitole, et lors de la fin de son mandat, ou pendant qu'il contestait quelque peu les résultats, mais c'est ça qui est plutôt la honte pour les États-Unis. Maintenant, s'agissant spécifiquement de l'affaire qui l'a trait devant la justice, c'est une banale affaire de mœurs, mais bon, c'est en ça qu'il est un citoyen ordinaire et qu'il est ramené à son... disons, à son statut d'homme vénal, à la limite. C'est pas parce qu'on est président de la République qu'on serait immédiatement immaculé, voilà, absous de tous les péchés ou de toutes les tentations. Donc seule la justice pourra nous situer par rapport à ça. Et dans le contexte américain, il est très important de savoir, d'apprécier la moralité des hommes politiques, contrairement à la sphère européenne, notamment française, pour ce qui nous est le plus commun. Donc ça va être un procès palpitant en termes de moralité du président Trump ou du candidat Trump. Le risque est gros, mais il est très habile au plan de la communication, comme vous l'avez dit. En attendant, la victimisation lui profite bien tant qu'on n'a pas réussi à l'enfoncer, à le coincer. Bon, il faut préciser juste une précision par rapport à cette affaire. Ce n'est pas cette relation extra-conjugale qui lui est reprochée, mais les paiements effectués, parce que tout le monde se souvient que son avocat, Michael Cohen, avait été d'ailleurs condamné pour ça, pour les 130 000 $ versés. Mais c'est le fait que cette somme n'ait pas été déclarée dans les comptes de campagne. Et que des en fait, la dissimulation est pénalement... Madame Hillary Clinton l'a payé quelque peu pour avoir dissimulé
emails relatifs à l'attentat qui a eu lieu à Tripoli. Donc les Américains sont très à cheval sur ces détails, et sans parler même des dossiers qu'il a emportés par devers lui et qui ont occasionné justifié des perquisitions du FBI. Ce qui était déjà assez exceptionnel ou inédit. Voilà. Hamzat Abdoulaye, dans le camp républicain, le principal concurrent de Santis se voit pousser des ailes. Qu'est-ce qui peut se passer vous l'avez rappelé tout à l'heure, on n'est pas encore en jugement, ce sera une étape cruciale, mais du côté des républicains, où on sait que l'establishment républicain, disons, n'a toujours pas intégré Trump dans ses habitudes assez, on va dire, somme toute lisses et sans bruit. Est-ce que ça peut enclencher quelque chose de nouveau dans le camp républicain? Quelque chose de nouveau, je ne crois pas, parce que DeSantis dont vous parlez, je ne sais pas s'il est aussi confiant, parce que dans les sondages, ce n'est pas l'effet que j'ai. J'ai l'impression que l'effet qui est à l'affiche, c'est plus... il est plus au bas dans les sondages depuis que cette affaire est à la une. Et c'est l'effet contraire chez Trump. Trump il culbute au-dessus des 57%, il atteint presque les 60% dans les sondages républicains pour les primaires. Donc je ne trouve pas que cela soit pour autant bénéfique pour l'adversaire, pour l'instant, de Trump, parce que avec le temps, d'autres adversaires pourraient surgir et peut-être leur avis à tous les deux, la vedette. Tout est possible dans le jeu des primaires. Et c'est justement ça la beauté aussi de la démocratie à l'américaine. Pour revenir un tout petit peu en arrière, nul n'est peut-être au-dessus de la loi aux États-Unis, mais dans le cas précis, c'est que les cols blancs ont toujours été au-dessus de la loi. Et c'est ça le combat du procureur grec depuis plusieurs années. Il l'a dit de façon explicite. Il mène ce combat contre les cols blancs depuis 24 ans. Quand vous prenez Manhattan ou New York, qui est le centre des affaires économiques mondiales, eh bien, les cols blancs ont toujours eu les meilleurs avocats, ils ont toujours eu les meilleurs outils pour s'en sortir à chaque fois. Et les procureurs aux États-Unis, surtout dans l'État de New York, sont obligés de faire des arrangements. Au lieu d'aller au procès, ils sont obligés de faire des arrangements parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est comme ça que ça se passe, le système judiciaire aux États-Unis. J'espère que M. Gregg va y arriver, parce que ça va être très difficile pour lui d'arriver à condamner Trump avec une armada d'avocats du high level, comme on le dit, et on est très loin du compte. En réalité, on est vraiment très loin du compte. L'autre chose que je note, c'est qu'on a à chaque fois eu deux Amériques. Il y a une Amérique aisée, celui de la 7e avenue, celui des tours de Manhattan, et l'autre Amérique, qui est celui dans le Bronx ou dans le Queens. Et c'est ça le véritable combat de la justice en Amérique. C'est-à-dire, on a une fragmentation de la société qui fait en sorte que plus vous êtes riche et mieux vous en sortez quand il s'agit des problèmes judiciaires. Et Trump, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un milliardaire. Ça, c'est dans toutes les têtes. Et ça va être très difficile pour le procureur, qui est d'ailleurs démocrate, et même si on dit qu'il n'y a pas vraiment une politisation de la justice. Aux États-Unis, c'est assumé. C'est assumé, mais quand on est dans l'appareil judiciaire, on est obligé de laisser sa veste de politique pour se concentrer sur le judiciaire, sur le juridique. Donc, je crois que c'est là où on a le véritable enjeu. L'autre véritable enjeu, et je vais terminer là-dessus, c'est que Trump peut à la fois tout gagner et tout perdre. Il peut tout perdre parce que ce n'est pas seulement le pénal qui est en train de le poursuivre. Il y a aussi un juge fédéral qui le poursuit. Il y a potentiellement 4 affaires où Trump pourrait se retrouver au procès, dont le procès pour l'envahissement du Capitole, qui peut, en cas de condamnation bien entendu, qui peut l'empêcher d'aller aux élections. Ça, c'est peut-être le seul motif parmi les 3 autres. On a aussi le blanchiment et la non-déclaration de ses impôts aussi. On a l'affaire de corruption pendant la période électorale où il avait appelé un membre important de l'État de Géorgie pour quand même engranger pas mal de votes. Donc c'est autant de choses qui peuvent se retourner contre lui, qui feront en sorte qu'il pourra absolument
tout perdre. Là où il peut tout gagner, bien entendu, c'est dans la communication, l'instrumentalisation de la communication qui fera de lui la victime idéale. C'est un expert, mais la société américaine adore les victimes. Voilà, oui, justement, parlons de la société américaine. Est-ce que cette inculpation ne fracturera pas un peu plus cette société qui est déjà très divisée? Parce que quand on prend, on va dire, on griffe les Trumpistes, ils parlaient d'une société à deux vitesses, mais le paradoxe est là, c'est un milliardaire soutenu par, on va dire, la classe moyenne de plus en plus pauvre américaine, la classe moyenne pauvre blanche. Et est-ce que cette inculpation ne va pas encore renforcer cette vague de supporters? On les a vus d'ailleurs battre le pavé pour le soutenir. Est-ce que du coup, ceux qui ont envahi le Capitole ne gagneront pas encore plus de supporters parce que cette posture de victime a toujours marché jusque-là? Alors déjà, c'est un multimilliardaire. Et ensuite, tous les républicains, contrairement peut-être à ce que mon confrère a voulu faire ressortir, tous les républicains sont alignés derrière Trump. Bon, actuellement. S'il gagne. Oui, actuellement, gagnant, ouais. Tous ceux qui sont censés critiquer ce qui se passe, ou du moins renforcer même la dynamique de la justice, sont sortis et ont condamné ce qui est en train de se faire contre Trump. Ils ont estimé que ça ne devrait pas être le cas. Ils sont tous aussi en train de parler de machination. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les journalistes qui parlent de machination, mais ce sont les acteurs politiques américains. La plupart des républicains qui sont sortis, qui ont pris la parole, ont qualifié cela d'une sorte de machination, une instrumentalisation de la justice. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis dans une situation assez comparable à ce qui se passe au Sénégal. C'est-à-dire, il n'y aura pas techniquement d'élection si Trump n'est pas candidat. Et si Trump est candidat, il y a de fortes chances que Trump gagne. Bon, il n'y aura pas d'élection. Bon, là, on n'est pas au Sénégal. En fait, c'est pour vous montrer la capacité, ou du moins ce caractère dynamique de la démocratie et cette façon de critiquer les démocraties en Afrique qui ne se fait pas aussi de l'autre côté. La situation est à comparer. Déjà, vous l'avez fait ressortir. Sur le Capitole, on a condamné Trump. Mais est-ce que c'est Trump qui est allé et qui s'est déplacé vers le Capitole, qui a mené l'assaut au Capitole? Ce sont des Américains. Et aujourd'hui, vous l'avez vous-même souligné, les sondages montrent que sa capacité, ou du moins à influencer les populations américaines, augmente. Elle reste intacte et augmente. Oui. Et augmente. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces Américains qui semblent le soutenir ne conçoivent pas une condamnation ou une éventuelle situation qui pourrait l'empêcher d'être candidat aux élections. Et donc aujourd'hui, la justice américaine se retrouve dans une situation où elle doit être politique. Du moins, si on arrivait à des décisions de justice qui venaient à empêcher d'une façon ou d'une autre Trump d'être candidat, il faudra que le politique s'en mêle pour éviter que la société ne se laisse fragmenter par cette cassure que vous êtes en train de... Pas pour contenir la rue, du moins pour contenir la société américaine, le développement de cette société-là. Parce que si aujourd'hui, il y a une décision de justice qui froisse de façon considérable ce soutien que Trump a, on est très proche d'assister à ce que certains qualifieraient d'une guerre civile. Parce qu'il y a eu des spécialistes américains qui estiment même qu'aujourd'hui, les États-Unis sont très proches de ce qu'on pourrait appeler une guerre civile. Et quand vous regardez ce qui se passe de près, vous comprenez cette analyse que ces experts font, parce qu'aujourd'hui, il suffit d'une mauvaise gestion de la situation Trump pour que les États-Unis sombrent dans ce qu'on ne souhaite pas. Voilà. Sur cette question. Quand c'est dit ainsi, la question qui reste à élucider est celle de savoir jusqu'où l'impartialité de la justice pourra se démontrer. Et puisque d'un côté on s'attend, on aimerait, si je suis Hamzat, que Trump n'y échappe pas, quoi qu'il ait dit. Bon, donc, s'il n'y échappe pas, on va où là? Et donc, le juge va se réfréner alors qu'il est lancé et qu'il est décidé. Moi,
Je n'en ai pas autrement peur. C'est deux dynamiques parallèles. Et la société américaine était déjà travaillée par des lames de fond de défiance des institutions. Et on se rappelle du Tea Party sous Obama. Déjà, donc ces lames de fond n'ont pas disparu, donc elles pourraient avoir leur dynamique propre. Trump est très malin pour surfer là-dessus. C'est un expert. Absolument, ça, rien à discuter. Et maintenant, la question de la guerre en Ukraine pourrait plus ou moins amener les Américains à choisir. Et un président qui les met en danger, qui pourrait les entraîner dans un conflit dont ils ne veulent pas, alors que Trump a démontré qu'il est capable de... Il peut régler la situation en une journée. Avec les Coréens. Non seulement, il est pas vache, mais il arrive à discuter avec les plus fous du monde, enfin, notamment le Nord-Coréen. Il a prouvé, il a rassuré ses compatriotes qu'il serait peut-être l'homme de la situation. L'homme de la situation pour eux. Bon, voilà. Donc, attendons de voir. Mais déjà, au niveau du Congrès, ça chauffe sur d'autres questions. Et donc, ça a l'air d'aller... Bon, je vais utiliser l'expression. Bon, ça a l'air d'aller dans tous les sens. Avec des élus qui se battent, et même sur les questions des armes, de la circulation des armes, où là, il y a une vraie différence idéologique entre les démocrates et les républicains. Donc, de la capacité des démocrates également à ramener le combat sur des questions qui fracturent, des questions idéologiques, peut-être dépendra le degré de compétitivité de la prochaine élection présidentielle. Donc, rien n'est joué, les dynamiques sont fort différentes et il serait intéressant de voir comment elles vont s'impliquer éventuellement. On va observer l'évolution de cette situation, mais parlons d'Afrique maintenant, parlons de cette loi sur la congolité, qui avait été introduite, en tout cas au Parlement depuis 2018. C'est revenu à quelques encablures de la présidentielle de façon opportune, comme par hasard, opportuniste. Cette loi de Noël Tchani qui voudrait réserver une catégorie de haute fonction, comme je le disais en début d'émission, aux Congolais de paix et de mer. Donc allons-y tout de suite. On connaît le précédent de l'ivoirité, on sait ce que ça a amené. Est-ce que comme d'aucuns... le précédent de la zagrénité. Donc la zagrénisation, ça n'excluait personne. Si, ça excluait déjà. Et donc là, peut-être que le président Mobutu a semé les graines d'une tradition d'intolérance au métissage et de vivification, en tout cas, du sentiment d'exaltation du sentiment patriotique. Oui. Parce que je voulais faire remarquer... Jusqu'à Premier ministre, comme Kendo Wadnondo, qui était de mère polonaise, mais pas accéder à la magistrature suprême. C'était bien codifié, donc peut-être que les gens ont également bien enregistré ça dans leur tête et sont décidés à le sortir. Maintenant, voilà, dans le cas d'espèce, Moïse Katumbi... c'est manifestement lui qui est visé, vu ses origines grecques. Maintenant, ce Jean-Pierre Bemba ne peut pas laisser faire non plus. Il a des origines, il est aussi un métis. Un métis, oui. Et donc, ce n'est pas le genre de choses que de manière opportuniste il faut soutenir. Le président Tshisekedi peut être tenté par cela, mais j'espère qu'il aura la hauteur d'amener ses partisans à ne pas s'engager dans cette voie-là. Voilà, dans une société, dans un pays en proie à beaucoup de difficultés économiques et sécuritaires, même politiques, parce qu'on ne sait pas, il y a eu un coup de poker de Tshisekedi en intégrant Vital Kamerhe au poste de vice-premier ministre et Bemba au poste de ministre de la Défense. Est-ce que vous pensez qu'un tel projet de loi peut prospérer sur ce terreau-là? Moi, je trouve que le seul terrain où ça peut d'ailleurs prospérer, c'est le Congo. Malheureusement, je ne suis pas du même avis que mon confrère parce que il faut prendre en compte la référence historique. Le Congolais a la phobie de l'autre. Ça, c'est resté dans les travers et dans la gorge de l'histoire. Et aujourd'hui, le Congolais ou le Zaïrois? Le Congolais de la RDC. Il a la phobie de l'autre. Et vous allez voir, à travers le discours de la masse et le discours du peuple, il faut noter que ça ressort très souvent. Qui est congolais? Surtout, qui ne l'est pas? Parce que quand vous regardez l'histoire, peut-être à travers la fenêtre de l'après-indépendance, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a une élite congolaise qui a
qui s'est imposée et qui n'était pas congolais du tout, cette élite. Bien sûr, il y a une élite qui provenait du Rwanda. Il y a une... Justement, c'est ça le nœud du problème. C'est un usage saisonnier. Justement. Oui, saisonnier. Il y a le Rwandais, un peu comme les Banyamulenge. Le Rwandais a toujours été caméré aussi, avait été victime de ça. Peut-être la présidence Kabila qui a donné vraiment de l'ampleur à ce procès fait aux envahisseurs du Rwanda et de l'Ouganda. De toute façon, moi je trouve qu'il faudrait trouver la bonne formule pour ne pas pénaliser certaines personnes. Mais ce qui est certain, c'est que le terrain s'y prête, c'est que le Congolais veut véritablement se renfermer sur lui-même pour pouvoir mieux identifier ses adversaires, ses ennemis surtout. Parce qu'on a l'impression que le danger vient de tout et de n'importe où, et qu'à chaque fois, la personne qui est soupçonnée d'être congolaise peut se retourner contre le Congo ou le Congolais de souche. Et ça crée de graves problèmes. Là, on est en plein dedans dans les graves problèmes. Voilà, le vrai problème, parce que c'est un discours assez délicat, le vrai problème, ce n'est pas le problème de Congolais de souche, Béninois de souche, parce que quand vous considérez... C'est pas pareil à l'ivoirité, hein, oui, quand vous considérez des régions comme le Nord Kivu, qui est la scène des atrocités qu'on sait, il y a beaucoup de Rwandais qui sont là depuis les années 60, 70, qui sont devenus Congolais en temps, de génération en génération, oui, mais pas des mais qui sont Congolais. Quand il va dire Banyamulenge, qui sont Congolais, il y a des enfants aujourd'hui qui ont des pères congolais et des mères congolaises, mais qui ont des arrière-parents. Sous Mobutu déjà, il y a eu des répressions en bonne et due forme. Régulièrement, des répressions régulières. Est-ce que ce n'est pas un terrain, est-ce que ce n'est pas une situation explosive, est-ce que ce n'est pas un sauf-conduit? Parce qu'on se dit que le député ne se lève pas comme ça pour introduire à quelqu'un câblu. Est-ce que ce n'est pas un terrain glissant quand même? Le terrain, il est naturellement glissant parce qu'il s'agit de remettre en cause l'identité de Congolais. Vous savez, aujourd'hui, la question, c'est par rapport à la nationalité et non par rapport à la souche. C'est vrai. On dit dans la loi qu'on fait, la proposition qu'on fait, qu'il faudra dire à ceux qui aujourd'hui s'identifient à l'histoire congolaise, parce que c'est quoi une nation ou bien une citoyenneté? Il faut déjà qu'ils partagent de l'histoire. Et tous ces ressortissants qui ne seraient pas des Congolais de souche sont quand même des Congolais. Mais est-ce qu'il faut donc exclure un Congolais pour des questions de souche, pour ce qui devrait être l'apanage de tout Congolais? C'est une question de fond et c'est une question assez glissante, pas seulement pour le Congo, mais un peu partout où on a eu ces genres de questions. Même en Europe aujourd'hui, vous avez des citoyens de pays européens qui ne sont pas forcément de souche. Et donc cette démarche qui est en train d'être observée par un parlementaire, la question qu'on devrait se poser, c'est combien parmi ces parlementaires vont soutenir cette initiative même pendant les discussions. Il s'agira ici d'apprécier même la souche de ces parlementaires. Je suis persuadé que si on va dans le fond, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, une grande partie de ceux qui animent la vie politique et la vie économique au Congo ne sont pas forcément des Congolais de souche. Et si on vise, il y a une loi qui vise ceux-là, que ce soit une loi qui vise simplement à réserver un certain nombre de positions de leadership à des Congolais de souche, c'est une loi quand même qui crée une situation conflictuelle qu'on aura du mal à réparer, surtout que le pays tel qu'il est aujourd'hui est déjà en train de souffrir d'un problème d'identité, parce que le problème des différentes guerres, c'est un problème d'identité. Vous avez des personnes qui sont congolaises, mais qui ont des origines du Rwanda. Mais est-ce qu'il faut... De l'Ouganda et de plein d'autres pays limitrophes. C'est ça la vraie question. Et je pense que cette initiative est beaucoup plus problématique qu'elle n'apporte de solution à la façon de gérer le Congo. Mais voilà, bon, juste, vous aurez la parole, juste parce qu'on a épuisé le temps, vous aurez la parole, vous allez finir là-dessus. Juste pour finir sur cette question avec vous, est-ce que, disons simplement, au-delà d'un projet de loi à rectifier tout ce qui est nationalité, est-ce que ce n'est pas les élections présidentielles qui sont simplement en ligne de mire? Un projet qui vise à exclure simplement pour, disons, déployer le tapis
le tapis rouge à Tshisekedi, en tout cas lui mettre le moins d'entraves possible sur ce chemin-là, même si on ne sait pas ce que lui-même en pense pour le moment. Oui, et justement, c'est ça qui est le dommage. Je suis pratiquement d'accord avec vous que aujourd'hui la probabilité que ce soit les présidentielles qui sont visées est réelle. Mais est-ce qu'il faudrait sacrifier toute une situation endémique pour un objectif présidentiel? C'est ça, en fait. On a l'impression que ceux qui portent ce projet ne regardent pas plus loin que la présidentielle pour voir les conséquences sur même le peuple congolais. C'est complètement irresponsable. Nous sommes, même si dans un contexte de guerre, il est crucial de savoir qui est avec la nation, qui est prêt à se battre, qui n'a pas deux appartenances, parce que c'est en ça que cette question aurait été intéressante. Et même les États-Unis ne permettent pas à un citoyen américain qui n'est pas né sur le sol américain de candidater à la présidence. Exactement. Et donc chaque pays fait ses choix en fonction de son histoire, de ses valeurs. Mais là, c'est tellement cousu de fil blanc. Ça arrive de manière manifestement opportuniste qu'on ne peut pas ne pas se poser la question. Et j'ose croire que dans l'alliance que M. Tshisekedi a laborieusement concoctée la dernière fois, il y a des gens qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on aille sur ce terrain. Et donc, est-ce qu'ils voudraient se défaire déjà de ça? Je pense que c'est plutôt un acte isolé, même si dans la société congolaise, il y a une forte névrose de la question identitaire. Oui. Vous allez finir, Mathieu? Oui. Est-ce que c'est isolé? Vous vous rappelez de l'affaire des jeeps offerts par le président Tshisekedi à tous les députés de l'Assemblée nationale? Ça dénote quoi? Ça dénote quelque chose qui est très important, c'est que Tshisekedi a la même mise sur cette Assemblée. Ça, c'est très important. L'autre chose aussi, c'est ce qui m'intéresse surtout, c'est la rétroactivité de cette loi. On dit souvent en droit que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Mais est-ce que cette loi va mettre en compte la rétroactivité? Mon inquiétude pourrait peut-être être à ce niveau. C'est-à-dire, si ça doit... si cette loi pourrait ne pas être rétroactive, tout le monde peut être d'accord. Moi y compris. Moi, le premier. Bien sûr. Bien sûr. Et là, je crois que dans le cas d'espèce, c'est que Tshisekedi ne veut peut-être pas le dire de façon claire et précise qu'il voudrait mettre de côté certaines personnes qui pourraient perturber sa réélection. Mais il faut aussi noter que Tshisekedi n'a pas besoin autant de tout ça pour être réélu. Je crois qu'aujourd'hui, il a la même mise sur la politique congolaise. Il a plus ou moins réussi à s'imposer comme étant une figure politique. Et ça va se jouer sur le terrain politique. Vous l'avez vu, il a fait des nominations stratégiques. Et vous savez, ils sont très régionalistes au Congo. Dans ce cas précis, eh bien, il a tout dans sa poche pour pouvoir y arriver. On verra bien. Je ne pense pas que ce soit une loi qui puisse changer quelque chose à sa réalité. On verra bien, on va suivre cette actualité. Merci beaucoup, Amzat Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes consultant et analyste géopolitique. Morgane Assouba Metonji, consultant analyste géopolitique, expert en relations internationales, collaborateur près l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Joël Ataï-Gadagbe, expert en gouvernance. Merci de nous avoir aidé à faire le tour de ces deux questions d'actualité. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres développements.